À la une ce soir, une édition largement consacrée aux manifestations du 22 mai. Parmi elles, une stèle a été inaugurée aujourd'hui à Sainte-Anne en présence de Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. La journée avait commencé par une marche aux Salines. Autre manifestation, le traditionnel rendez-vous au rond-point du Vietnam héroïque. De nombreux participants se sont déplacés pour chanter et danser au rythme des tambours. Nous reviendrons sur les manifestations qui ont commencé dès hier soir à Saint-Pierre. Une marche au flambeau a permis d'ouvrir les festivités. La ville a profité pour officialiser son label Ville d'art et d'histoire. Et puis, nous parlerons sport également avec la nouvelle belle performance du club franciscain hier soir au stade Pierre-Aliquer. Les joueurs ont battu le RC Rivière-Pilote 2-1. Samuel Perrault, président de la Ligue de football de Martinique, nous fera le pré-bilan de la saison. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition du mardi 22 mai 2018, 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Une journée marquée par de nombreuses manifestations à travers toute l'île, mais nous commençons avec une commémoration qui a failli tourner court ce matin, quartier Sainte-Philomène entre Saint-Pierre et le Prêcheur. Comme chaque année, les organisations patriotes étaient conviées à une manifestation au cours de laquelle une stèle a été dévoilée en présence des figures du MIM, dont le président Alfred Marie-Jeanne. La CSTM n'aurait pas été conviée officiellement à l'événement, mais une centaine de militants du syndicat étaient tout de même présents. Le ton est monté entre Bertrand Cambuzi et Daniel Marie-Sainte qui auraient refusé que le secrétaire général de la CSTM prenne la parole au micro. Un affront intolérable selon Bertrand Cambuzi qui invoque la mémoire de Marc Pulvar. Voyez sa réaction recueillie par Michelet François. Juste avant la prise de parole de M. Alfred Marie-Jeanne le MIM, nous sommes rapprochés 3 secrétaires généraux de la CSTM et nous sommes allés à la rencontre de M. Daniel Marie-Sainte qui était président de séance pour lui demander de nous donner la possibilité de dire 2 mots. Simplement pour dire qu'à défaut d'être sur le papier, eh bien, nous sommes présents. Et qu'à la mémoire de Pulvar et à hommage à Marc Pulvar, ça fait 10 ans qu'il est mort, eh bien, il a œuvré beaucoup pour faire en sorte que aujourd'hui, les Martiniquais puissent s'approprier. Parce que dans toutes les époques de l'esclavage, il y a eu Romain, l'esclave romain, qui était un leader. En 1979, Marc Pulvar était le leader quant au 22 mai. C'est tout simplement ça que nous avons demandé. Ça nous a été refusé par M. Daniel Marie-Sainte, ex-secrétaire général de la CSTM. C'est extrêmement grave. Couper tous les moyens d'expression sur des travailleurs, c'est une forme d'esclavage. C'est une forme d'esclavage. Il n'est même pas moderne, parce que je veux dire que ce qui se faisait avant, il y a 170 ans, aujourd'hui, si on reproduit pire encore, eh bien on est pire encore. Donc par conséquent, il y a ceux qui ont choisi de ramper et de ne pas obéir au dictat du MIM. En tout cas, la CSTM et moi-même, nous n'allons pas obéir ni au dictat du MIM, encore moins au dictat de ceux et celles qui soutiennent le MIM. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que définitivement, ce lien historique qu'il y avait entre le MIM et la CSTM, elle est rompue définitivement. Et notez que nous avons tenté de joindre Daniel Marie-Sainte à ce sujet, mais il n'a pas répondu pour l'instant. Revenons maintenant sur les autres manifestations de la journée dans le cadre du 22 mai. Parmi elles, une marche en mémoire des ancêtres a été organisée à Sainte-Anne en présence de Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Une stèle a été inaugurée pour l'occasion aux Salines. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et Guy Felroni. Après 15 minutes de marche, le groupe arrive au sommet de l'Anse-à-Prune, une étape symbolique au carrefour des civilisations. Dans la ligne d'horizon, à des milliers de kilomètres, les côtes africaines. Il y a 170 ans, jour pour jour, 60 000 esclaves de Martinique se défaisaient de leurs chaînes et de la servitude. Pour honorer leur mémoire, un long cérémonial est entamé. La stèle commémorative est dévoilée. À elle seule, elle revêt toute une symbolique. Vous avez déjà tout en haut, la pierre à 3 pointes, c'est une matérialisation des Amérindiens. Vous avez la queue de Ankh, c'est-à-dire la queue de Ankh qui signifie la portée de vie, l'Égypte pharaonique qui nous porte les éléments les plus véritables sur tout ce qui peut être l'ancestralité africaine. Parce que l'être africain, en définitive, c'est dans ce bassin-là qu'on va retrouver l'ensemble de ces éléments
permettant à la spiritualité nègre d'exister. Ce chemin, Siméline tenait particulièrement à le faire en mémoire de ses aïeux. Ça a reflété ça, les ancêtres nous fait nous, chiméen qui fait et chiméen que nous pour continuer faire jeudi. Il y a ceux qui sont d'Afrique aussi, hein, nos ancêtres méritants, ceux qui ont lutté, ceux qui ont résisté, ceux qui nous ont donné aujourd'hui la possibilité d'être là, de pérenniser nos existences. Parmi les pèlerins, le président de l'ONG Urgence Panafricaniste. C'est la première fois qu'il commémore le 22 mai en Martinique. Il y a un adage qui dit que la jeunesse va vite, mais les anciens connaissent la route. Et donc nous ne serions pas ici s'il n'y avait pas eu le travail de Garcin Malsa qui a été effectué ici en Martinique. Et ce que je dis pour le Garcin, je le dis un peu partout dans les Caraïbes, c'est vital pour nous de toujours honorer, et même en Afrique, de toujours honorer nos anciens, quels qu'ils soient, parce qu'ils ont mené un travail qui nous a permis d'avancer. Maintenant, nous aujourd'hui, on est dans une logique de passage de relais. Nos aînés ont travaillé, ils ont donné leur vie. À nous aujourd'hui de contribuer à faire cette démarche et c'est ce que nous faisons au quotidien depuis un certain nombre d'années. Pour clore cette cérémonie de recueillement et de partage, les offrandes sont dispersées en mer pour les esclaves qui ont péri durant la traversée. Autre manifestation devenue au fil du temps l'un des rendez-vous les plus populaires du 22 mai, la célébration organisée au rond-point du Vietnam héroïque. Cette année encore, le public s'est déplacé en masse pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Un événement au rythme des chants et des tambours. Voyez ce reportage de Loïc Régis et Michelet François. C'est au rythme du tambour que Maggie célèbre cette date symbolique du 22 mai. Une robe aux couleurs identitaires, un choix fort qui dépasse le simple usage vestimentaire. Moi, c'est martiniquaise. On peut dire, en notre bagaille. Parce que comment on a voyagé, nous comptons, comment Martinique. Comment là-bas, avec un monde qui a pensé, comment française, comment tout. Mais seulement, comment on a fini du bon monde, nous avons dit, moi, Comme elle, des centaines de Martiniquais se sont retrouvés ici aujourd'hui. Un rassemblement sous le signe de la liberté. Tout le monde est le bienvenu. Il y a de ça quelques années, une vingtaine d'années, on n'aurait jamais vu cela. Donc il y a une fraternité, il y a un tel amour. Ah, je suis contente de voir ça. Il y a une ferveur ici pour ce jour exceptionnel, un jour unique. Comme ils ont dit, c'est plus belle date. Et il y a une cohésion, une chaleur. Et ça représente pour moi vraiment quelque chose d'unique et d'authentique. L'ambiance est assurée par plusieurs musiciens et chanteurs qui se relaient. Pas de temps mort, c'est l'heure de la fête. On a une caisse de résonance qui est naturelle et puis on a un lieu qui est complètement féerique. C'est-à-dire que tout le monde peut, s'éclater. C'est-à-dire que même si c'est la rue, tout le monde est indulgent. Les voitures, il n'y a pas de flics, il n'y a rien du tout. C'est le 22 mai, c'est la liberté. Depuis 6 ans, le rond-point du Vietnam héroïque est devenu l'un des lieux phares des célébrations du 22 mai en Martinique. Les organisateurs ont encore du mal à réaliser l'ampleur de l'événement. On est en train de se faire, il nous arrive quelque chose là, mais il va falloir qu'on apprenne à gérer ça différemment parce que les gens vendent, font des grillades. Bon, mais en même temps c'est Martinique, en même temps c'est 22 mai. Donc, mais on veut mettre quand même un petit peu de discipline dedans, tu vois. « 170 ans de liberté célébrés dans la joie, comme l'avaient fait nos ancêtres. Un 22 mai célébré également chez l'habitant, c'était le cas à Sainte-Luce où, comme chaque année, une lycéenne organise une grande fête pour faire vivre la tradition. Au programme, tenue et danse traditionnelle sous le signe de la bonne humeur. Plus de 100 personnes ont répondu à l'appel malgré les quelques tensions qu'ont déjà suscité cette manifestation dans le passé. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et Guy-Raphaël René. C'est niché sur les hauteurs de Sainte-Luce, dans sa villa créole, que depuis 10 ans, Maryse organise son incontournable fête du 22 mai. Chacun séparé de ses plus beaux atours, tout en couleur et en tradition. Pour beaucoup, Maryse est une institution. Tambour kaoulé. Voilà, musique, convivialité,
tradition. C'est bien ce qu'elle fait, il y a des gens qui n'aiment pas, les voisins notamment, mais moi je trouve qu'elle a pris une bonne initiative. De toute manière, il faut des personnes comme ça hein, pour remémorer en fait le 22 mai qui est quand même un jour important. Une journée au rythme des chants et danses traditionnelles. Pour la première fois cette année, un atelier marée-tête est proposé aux invités. Jocelyne est venue tout spécialement de Fort-de-France. C'est la première fois que je me fais marée-tête, voilà. Et puis revoir tout ce qui est ancien avec les tenues traditionnelles qui nous rappellent un petit peu l'époque. Cet atelier, c'est Emmanuel qui en a eu l'idée pour ne pas laisser perdre cette tradition. Le marée-tête en filigrane raconte l'histoire du combat des femmes contre l'esclavage, pour la lutte pour leur droit à l'humanité, leur droit d'exister. Et je trouve que c'est tout à fait normal en fait dans ce genre d'événement de présenter le marée-tête parce que c'est vraiment en fait une façon dissidente de lutter contre un système qui a cherché à les oppresser. Aujourd'hui, ce devoir de mémoire, tous sont venus le partager entre amis et en famille. Mais la fête aurait pu ne jamais avoir lieu. Depuis plusieurs années, Maryse a entamé un bras de fer avec le maire qui lui reproche de créer des nuisances sonores. Mais pour elle, le 22 mai, c'est sacré. Je continue mes festivités du 22 mai. Mon mur anti-bruit a toujours été. Donc, pour le moment, je vous dis quelque chose, ça se passe assez bien avec lui. Au niveau des voisins, je n'ai pas encore été importunée. Donc, on verra pour après, on verra, le futur nous le dira. La joyeuse troupe continuera de célébrer l'abolition de l'esclavage dans la bonne humeur jusqu'au bout de la nuit. Le rendez-vous est déjà donné pour l'année prochaine. Et pour la 3e année consécutive, la CTM a organisé sa propre manifestation. Des animations dans les jardins de Plateau-Roi, J'ai entend longtemps, Chouvalbois, mais aussi animation musicale. Un rendez-vous articulé autour de la valorisation du patrimoine et de la transmission. Voyez les précisions de Marie-Hélène Léotin qui s'est exprimée face à la caméra de Loïc Régis. Les gens répondent parce que les gens ont besoin de ça. Je dis que le 22 mai, c'est aussi, ce n'est pas que cela, mais c'est aussi un moment festif. Parce que c'était la joie dans les rues de Saint-Pierre, de Fort-de-France, etc. en 1848. Et nous avons pensé particulièrement aux enfants. Parce qu'on oublie, on fait des conférences, on fait des podiums avec des concerts, des orchestres. Mais souvent, on oublie les enfants qui ont besoin aussi de participer, de s'amuser également. Donc c'est surtout dans ce sens-là. C'est juste une demi-journée finalement que nous consacrons à ce moment-là. Mais pendant tout le mois de mai, nous avons des rendez-vous avec des conférences, des expositions. Et je veux insister que cet après-midi-là, nous avons publié une brochure qui s'appelle tout simplement « La révolution anti-esclavagiste de mai 1848 en Martinique ». Revenons maintenant sur les festivités qui ont commencé dès hier soir à Saint-Pierre. Une occasion pour la ville d'officialiser son label Ville d'art et d'histoire, une distinction qui reconnaît son importance dans le patrimoine de la Martinique. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabreux et Michelet François. Derrière ces grilles, celle de l'actuel collège Louis Delgrès de Saint-Pierre, un lieu historique d'où jaillit la lumière dans la sombre histoire de l'esclavage martiniquais. Il s'agit de l'escalier du haut duquel a été proclamée l'abolition de l'esclavage le 23 mai 1848, à la suite donc de la révolte des esclaves de Saint-Pierre et du Prêcheur. Une révolte provoquée par l'arrestation injuste d'un esclave nommé Romain. Dernier acte sur le chemin de la liberté. 170 ans après, voilà l'homme honoré. C'est important qu'effectivement, il y ait des noms de personnes qui ont vécu ce genre de choses en Martinique. Je vous en prie, monsieur le préfet. À quelques mètres de là, inauguration de la place de la Libération de 1848. Un mot fort et un lieu symbolique pour rappeler l'importance des Pierrotins dans l'œuvre abolitionniste en Martinique. C'est la reconnaissance de ce qui s'est passé à Saint-Pierre il y a 170 ans et je crois que c'était important d'avoir ce geste. Important aussi le label Ville et Pays d'art et d'histoire, décerné à Saint-Pierre en 1990.
et renouvelé par cette signature sous les yeux du maire de l'époque. Moi, je suis fort heureux parce qu'à un certain moment, j'ai craint. Nous étions en passe de perdre ce label, fouille de combien d'efforts, et heureux de voir que la nouvelle municipalité de Saint-Pierre a pris ce dossier à bras-le-corps, l'a défendu. Il faut se dire que Saint-Pierre a été la première ville d'art et d'histoire de l'Outre-mer. Saint-Pierre, première ville d'art et d'histoire d'Outre-mer et surtout première ville libre de Martinique. Cette place est aussi celle des esclaves insurgés et résistants. Dans ces rues où le sang noir a coulé, les Pierrotins d'aujourd'hui portent cet héritage comme un flambeau. Et justement, la dernière étape du convoi du MIR est partie de Saint-Pierre hier soir en direction du Prêcheur. Une opération qui a fait des émules en Haïti et en Guyane. D'ailleurs, des représentants de ces territoires y ont participé. Voyez les précisions recueillies par Jean-Marc Dabreux et Michelet François. Nous avons une démarche de rituel, une bête à répéter. Et il ne faudrait pas nous aboutir, faut nous aboutir puisque ça brigade tellement juste qu'il nous crée les seules citations nous pouvons mettre Moké en français. Une citation qui a venu de Bontou Biko. Il est préférable de mourir pour une cause qui va vivre plutôt que de vivre et de mourir pour une cause qui va mourir. Je suis très content d'être ici cet après-midi pour rencontrer ce vaste mouvement parce que c'est extrêmement important pour nous de continuer avec la lutte pour la réparation et la restitution. Nous observons que la question de la réparation monte en puissance. Elle monte en puissance dans la Caraïbe, dans le continent américain et nous l'avons connectée maintenant dans le continent africain. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter et ce beau bébé qu'est la réparation est déjà partout, dans la tête de tout le monde, y compris dans la tête de l'Église qui a joué un rôle essentiel dans la question de l'esclavage. Et nous poursuivons avec des images qui en ont interpellé plus d'un. De nombreux monuments ont été vandalisés cette nuit à Schellcher et Fort-de-France. La statue de Pierre Belin-Nesnambuc sur la Savane et celle de Victor Schellcher aspergée de liquide rouge. Des tags sur les murs de l'archevêché. Pour l'heure, ces actes n'ont pas été revendiqués mais semblent s'inscrire dans une mouvance anticolonialiste. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous parlerons de ce 22 mai qui a été une journée de mobilisation en Guyane en écho au mouvement national des fonctionnaires, des grévistes qui ont manifesté pour protester contre les réformes du gouvernement. La plateforme en ligne Parcoursup est passée à la phase des admissions post-bac. Nous vous expliquerons les démarches à suivre pour y accéder. Et puis nous parlerons sport avec Dugommier, entre autres. Le challenge du 22 mai s'est disputé aujourd'hui à Rivière-Pilote. Direction la Guyane qui a largement relayé aujourd'hui la grève des fonctionnaires enclenchée depuis l'Hexagone. Une mobilisation pour protester contre les réformes du gouvernement et défendre les salaires et les effectifs. Un groupe de manifestants s'est rassemblé aujourd'hui devant la préfecture de Cayenne et Pierre Tréfou s'est rendu sur place. Regarde. Suite à l'appel de l'intersyndicale pour dénoncer les conditions de travail dans les services publics, les professeurs, médecins ainsi que l'ensemble des salariés de la fonction publique ont fait front commun ce matin devant la préfecture. Les écoles de Matoury étaient fermées en soutien à la mobilisation. Un an après les accords de Guyane, le bilan reste mitigé, notamment dans l'éducation. Il manque des établissements et on ne sait pas, on ne connaît pas le plan de projection qu'il y a pour les communes. Parce que dans le plan d'urgence pour les accords de Guyane qui a été accordé, qui a été acté, mais là aussi on nous parle de construction scolaire, de 500 salles de classe et on ne sait toujours pas comment vont se décliner ces 500 salles de classe. Alors qu'il manque très bien des écoles au niveau du premier degré, tout simplement. Le développement des missions de service public par la création d'emplois statutaires, le gel du point d'indice et sa revalorisation, l'abrogation de la journée de carence et la compensation de la CSG restent les principales revendications de l'intersyndicale. Les conditions de travail du personnel du service public est vraiment exécrable. Donc nous allons nous mobiliser, nous allons faire comprendre à tout ce personnel et à la population, car ce combat-là doit se faire aussi avec la population pour dire non à ce gouvernement, non à la suppression d'emplois dans le service public.
Des représentants syndicaux ont été reçus à 10h30 par le directeur de cabinet du préfet, afin de comprendre la position du gouvernement. Le directeur de cabinet du préfet nous annonce que le préfet est lui aussi, à chaque fois qu'il va à Paris, obligé de batailler pour faire en sorte qu'il ne perde pas des moyens, qu'il obtienne les budgets promis ou actés, et que c'est toujours très compliqué. Et donc, quelque part, le cabinet de la préfecture nous soutient dans l'idée que nous, organisations syndicales, nous, fonctionnaires, devons être aux côtés des usagers, de la population, si l'on veut obtenir des moyens de l'État pour envisager un réel développement de la Guyane. L'intersyndicale veut se réunir rapidement pour faire remonter leurs revendications et établir un rapport de force avec le gouvernement pour mieux se faire entendre. Et notez en bref que la FSU Martinique s'est déclarée solidaire de cette mobilisation et engagée au quotidien à la défense du service public. Justement, en parlant de service public, faisons un point sur l'éducation avec la plateforme Parcoursup qui entame sa nouvelle phase, à savoir celle des admissions dans l'enseignement supérieur. Gaël Wassim nous présente la marche à suivre. Regardez. L'ambiance est studieuse au lycée Lama Prévost de Rémire-Montjoly. Le recteur de l'Académie de Guyane est venu présenter et conforter le nouveau dispositif Parcoursup à une classe de terminale ES, à l'image de Tainara et Kylian, venus échanger avec le recteur. C'était bien, on a pu savoir un peu plus de Parcoursup, comme c'est quelque chose de nouveau et qu'on ne connaît pas forcément. C'est très bien passé, on a pu lui poser des questions, avoir des réponses concrètes et d'être beaucoup plus rassuré sur Parcoursup. En améliorant l'interface de la plateforme anciennement post-bac, les futurs étudiants espèrent une meilleure intégration par rapport au choix qu'ils auraient sélectionné. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est complémentaire. C'est pour mieux avoir la possibilité de s'intégrer dans les universités. De savoir qu'on va être peut-être mieux intégré que sur les anciens sites. Dans des études supérieures. Un nouveau dispositif qui demande un certain accompagnement du point de vue des professeurs principaux. Parcoursup est un dispositif nouveau, donc il fallait leur expliquer chacune des étapes. Il y a eu des moments où on les a reçus individuellement pour faire le point avec eux de leurs souhaits et ensuite, à partir de là, les aider à formuler les vœux sur Parcoursup parce que ce n'était pas toujours simple, les aider à s'inscrire sur Parcoursup et puis maintenant, il va falloir les accompagner à partir du moment où ils vont avoir les résultats pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir en fonction des réponses qu'ils vont avoir. Les premières réponses à leurs demandes peuvent être connues dès aujourd'hui. En fonction des réponses que les élèves vont avoir, ils ont un délai plus ou moins long. Et là, s'ils ont des réponses oui aujourd'hui, ils ont 7 jours pour les valider. Donc, il faut vraiment qu'on soit à leur côté de manière régulière. Mais nous, on les voit régulièrement jusqu'à début juin. Donc, il n'y a pas de souci pour les accompagner. Mais il faut vraiment qu'au niveau des délais qui leur sont impartis pour répondre, ils soient bien accompagnés pour pouvoir faire les choses dans les délais prévus. Le début de la phase d'admission commence dès aujourd'hui jusqu'à la validation des vœux des candidats. Pour les lycéens malheureux de voir leur candidature refusée, une phase complémentaire s'ouvrira le 26 juin prochain sous réserve de l'obtention du baccalauréat. Place au sport maintenant avec la belle performance du club franciscain hier soir au stade Pierre-Aliquer. Les Verts et Noirs, décidément en grande forme cette saison, se sont imposés face au RC de Rivière-Pilote sur le score de 2-1. Récit de la rencontre avec José Lecherti. En signe de bénédiction, la pluie se déverse sur le club franciscain vainqueur de la Coupe de Martinique. Le chèque de 10 000 € plus la coupe, c'est le résultat du travail accompli. Pourtant, l'entame du match n'a pas été en leur faveur. Le RC Rivière-Pilote en violet s'est montré très offensif avec un bloc équipe très haut, ce qui a pour effet de déstabiliser les Verts et Noirs. Les Pilotins du Sud continuent le pressing, la défense est éprouvée, le gardien aussi. À subir les assauts incessants des violines, la défense franciscaine craque. Sur cette faute, le Racing obtient un coup franc. Il est transformé par Grégory Bastel.
Les Violines mènent 1-0. Acculés, les Verts et Noirs tentent de riposter. À la pause, le score est 2-0 en faveur du Racing Club de Rivière-Pilote. Une première mi-temps assez serrée avec deux équipes désireuses de scorer rapidement. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le Racing Club de Rivière-Pilote sur un fait de jeu, un coup franc qui permet justement de débloquer la situation et puis de mettre la pression sur le club franciscain. Comme un seul homme, les franciscains renversent la tendance de dominer, ils deviennent conquérants. Le jeu s'intensifie entre les deux équipes, la tension est palpable, les esprits s'échauffent. Une situation qui ne déstabilise pas les Verts et Noirs. À la 65e minute, Yann Timon égalise. 1-1, la partie est relancée. Désireux de faire le break, le Racing contre-attaque. La défense fait bonne garde, la course de William-Marie Magdelaine s'achève devant le but. Le club franciscain augmente le pressing. Attiré sur la corde, elle cède. Le club franciscain obtient un pénalty. Yann Timon enfonce le clou et offre la victoire à sa formation. Après les bons résultats de l'ensemble de la saison, on avait vraiment à cœur de remporter cette Coupe de Martinique après 4 ans de disette pour le club franciscain, mais on savait que ça allait être difficile face à cette équipe du Racing qui nous a imposé un bloc très haut. Et puis on a eu beaucoup de maîtrise aussi et ça nous a permis de l'emporter et de faire deux beaux buts sur nos temps forts. Je pense qu'à l'image de notre saison, on fait une très très bonne entame qu'on concrétise avec un avantage à la pause. Maintenant, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'à un moment donné, en première mi-temps, on n'a pas réussi à enfoncer le clou. Après avoir mené 1-0, je pense qu'on était un petit peu meilleur qu'eux. Les féminines étaient elles aussi de la partie. Le RC Saint-Joseph-en-Blanc a dominé le match de la tête et des épaules. Pour leur première finale, l'émulation n'a pas su s'imposer. Naomi Bélance-Lapointe inscrit 2 buts. Prisca Carin marque le 3e. Le RC Saint-Joseph gagne la Coupe de Martinique. Le RC Saint-Joseph conserve son titre tandis que le club franciscain succède aux Samaritains. Et pour parler de la grande forme des joueurs du club franciscain et plus largement de la saison de football qui touche presque à sa fin en Martinique, nous recevons le président de la Ligue de football de Martinique, Samuel Perrault. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, quelle est votre réaction au sujet des belles performances déjà du club franciscain en tant que président de la Ligue de football? Un peu comme tous les Martiniquais, je pense qu'il faut saluer cette saison exceptionnelle du club franciscain. Ils sont sur un nuage. Ils vont peut-être être champions, enfin, succéder à eux-mêmes et être champions de la Martinique. Ils ont quasiment tout gagné, peut-être hormis la Coupe Mutuelle Margaillard cette année. Et puis, c'est le champion amateur de la Caraïbe qui, aujourd'hui, entre dans la cour des très grands avec cette fameuse qualification pour la CONCACAF League où ils vont rencontrer des clubs professionnels. Justement, ils se sont qualifiés pour la Ligue de la CONCACAF avec une belle performance face aux professionnels du FC de Trinidad. Alors, quels sont les moyens que vous pensez mettre en place pour qu'ils puissent jouer dans la cour des grands, justement? Alors, les moyens sont déjà en place parce qu'il faut rappeler que jusqu'à présent, les clubs champions de Martinique, Guadeloupe, Guyane avaient du mal à aller dans ce genre de compétition. Et grâce au corps à corps qu'on a avec nos instances de tutelle, et en particulier avec la CONCACAF, il y a désormais des dotations relativement intéressantes qui permettent donc à nos clubs d'aller participer à ce genre de compétition. Et puis bien entendu, on est toujours accompagné par la collectivité territoriale qu'on salue et qu'on remercie. Et puis, il y a aussi quelques partenaires privés qui commencent à peut-être comprendre que c'est important d'accompagner les jeunes Martiniquais lorsqu'ils font des choses bien. Justement, alors en ce qui concerne le statut des joueurs, ils affrontent des équipes professionnelles qui sont donc payées pour s'entraîner et jouer. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose un jour en Martinique ?
Oui, bien sûr. Moi, je me bats pour ça. Nous nous battons pour ça au Conseil de Ligue, pour faire évoluer le statut des joueurs, des jeunes sportifs martiniquais, ou même au-delà du football. Je pense qu'il y a la place pour créer peut-être un statut de joueur territorial, de sportif territorial. Vous vous battez pour ça, mais on en est où là? Écoutez, c'est loin la performance du club franciscain va permettre de relancer le débat. Je pense que, d'ailleurs, avec nos parlementaires qui sont à nos côtés dans les autres combats que nous menons, l'intégration FIFA, les questions liées à la continuité territoriale, tout ça, je crois que le fait que nous soyons en ultra-périphérie comme ça et loin de la hiérarchie du football français doit permettre à nos tutelles, à nos différentes tutelles de nous accompagner financièrement pour créer un statut de football promotionnel, semi-professionnel en Martinique. D'accord, donc ils entendent, en tout cas, ils entendent vos demandes. Plus largement, quel est le niveau des jeunes en Martinique? Est-ce qu'on a les outils pour espérer voir plus de champions briller dans l'Hexagone et ailleurs? Écoutez, c'est toujours difficile lorsqu'on est dans un petit pays comme ça, très loin, je le disais, avec un certain nombre de handicaps, avec des questions liées aux confrontations extérieures, et des questions liées aussi à la formation des éducateurs. Mais je crois qu'on ne se porte pas si mal que ça. On voit, d'ailleurs, on peut le signaler et les féliciter, les jeunes Martiniquais de 19 ans reviennent de la Guadeloupe avec une 3e place, derrière le Costa Rica et Trinidad, et c'est pas une mince affaire. Et puis, voilà, on a régulièrement nos jeunes de 15 ans, à la fois en féminine et en masculin, qui frappent aux portes du football professionnel. Alors, il faut rappeler que nous n'avons pas encore, ou ça viendra, on l'espère, les structures, notamment les structures de préformation. On n'a toujours pas de pôle fédéral, malgré les demandes que nous faisons, contrairement à la Corse, contrairement à qui la faute? À la faute de la Fédération française. Et moi, il y a une dizaine d'années que nous estimons qu'il y a lieu d'avoir un pôle fédéral compte tenu du très fort potentiel des jeunes Martiniquais, même si nous sommes un petit pays avec moins de 400 000 habitants. Alors, il y a une école de football féminin qui a ouvert ses portes récemment en Martinique. Est-ce que c'est une tendance que vous souhaitez développer? Alors, il y a plus qu'une école qui a ouvert récemment. Voilà. Alors qu'il faut saluer d'ailleurs Mathieu Mayolika qui fait un travail. Mais il y avait déjà cette section sportive du Collège de Saint-Joseph qui existe depuis plus d'une dizaine d'années et qui permet effectivement d'alimenter le football local, l'élite locale. On a vu l'exemple des jeunes de l'Émulation et du Racing Club de Saint-Joseph. On a notre sélection senior de Martinique qui revient d'une tournée en Haïti et qui s'est très bien comporté face aux grandes pointures également de la Jamaïque et de Haïti. Donc voilà, c'est toujours pareil, avec de faibles moyens. Il faut saluer d'ailleurs le travail des éducateurs. Avec de faibles moyens, on arrive à se hisser au niveau des plus grands. Alors, dernière question, puisque le temps est court, mais c'est une question en 2 temps. Quel est votre pré-bilan de la saison en ce qui concerne déjà le nombre de spectateurs qui se déplacent dans les stades et puis le niveau des équipes plus largement? Oh, bon, l'affluence, c'est toujours compliqué. On nous dit, bon voilà, il y a moins de gens, on est lucide. Il faut déjà essayer de garder ceux qui viennent. Vous avez une population qui diminue, vous avez moins de jeunes, vous avez beaucoup d'activités. On a du mal à avoir un certain nombre... De l'ambiance aussi, il manque peut-être de l'ambiance. Oui, mais tout ça, il faut des moyens financiers. Donc on travaille dans ce sens. Et malgré toutes ces difficultés, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de clubs, lorsqu'on parle de l'élite, qui arrivent à mobiliser un certain nombre de personnes. Le club franciscain, la Samaritaine, le Racing Club de Rivière-Pilote. Et nous continuons le travail dans ce sens. S'agissant du niveau, je l'ai dit tout à l'heure, dans toutes les catégories, nous sommes parmi les élites caribéennes, la sélection de la Martinique senior qui a eu un parcours exceptionnel et qu'on verra très prochainement les 5 et 7 juin en Martinique dans un tournoi des 4 avec la Guadeloupe, la Guyane et la Corse dans un format international puisque nous aurons pour ces 4 équipes des joueurs professionnels qui viendront renforcer. Donc voilà, c'est un combat quotidien et je profite une fois de plus pour remercier et féliciter le travail qui est fait dans les clubs, aussi bien pour ce qui concerne les élites seniors, mais également pour le travail qui est fait pour le football jeune. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et on continue à parler sport, mais sur l'eau cette fois-ci avec le challenge du 22 mai qui s'est disputé aujourd'hui à Rivière-Pilote. 7 embarcations se sont affrontées et c'est Grain d'Or des Trois-Îlets qui est arrivé en tête pour cette journée suivie de Tissiret et Welcome. José Le Chertier était sur place, regardez.
L'Ansiguier est un plan d'eau compliqué, le vent y est instable. Seuls les plus aguerris parviennent à déjouer les caprices d'Éole. Le premier à en payer les frais, c'est l'équipage jamais en pilote, pourtant à domicile. On faisait la collecte pour ATV. Sur la première rafale, au fait, au départ, la première rafale, elle nous a coulé en fait. Le second a visité les fonds marins. SME Pamoswef, une mauvaise manœuvre provoque le dessalage de l'embarcation. Fils de lumière, les coudes coincés sur les bois dressés, reste à flot et continue sa course. Grain d'or barré par David Largène profite de ce tumulte pour s'emparer de la tête de course. Il est suivi de Welcome Locaneuf. Gilbert Sainte-Rose et ses coéquipiers s'engagent dans une folle remontée. Le but, engranger le maximum de points et conforter son avance au classement général. Tissiret se contente d'assurer sa course. Sur le point de passer la bouée à mi-parcours, la Dream Team du Gommier manque son empannage et coule. Une situation qui profite à Grain d'or, qui gagne les 2 étapes du jour. Tissiret est second. Après sa mésaventure, Gilbert Sainte-Rose et ses hommes ont regagné la mer. Ils assurent par la même occasion leur 3e place à l'issue de la journée. Très tendu parce que le parcours était un peu spécial et entre les virements de bord et l'empannage, notamment pour la bouée qui est juste avant l'arrivée, c'était chaud. Ça a été compliqué, le départ là c'est super instable. On est parti avec un vent de dos et le vent qui tournait aussi. Donc avec l'équipage qui n'est pas au complet, on s'est battu, c'était la lutte pour rester sur l'eau. Et oui, ça a passé assez bien. Les gars roulent bien. Puis là, nous avons pris à terre pour nous faire un empannage. Et les gouttes là ont été pris. On l'a eu depuis là, il va nous passer bras, qui fait nous rouler. Au classement général, Welcome Locaneuf est premier avec 34 points. À 10 longueurs, Tissiret, Grain d'or est 3e à 31 points du leader. Sport toujours avec le tournoi de basket Songé 22 mai, un rendez-vous organisé par le Périnon All-Star, ouvert à tous à partir de 35 ans. 7 équipes y ont participé aujourd'hui à Dillon. L'infatigable José Le Chertier était de la partie, regardez. C'est super, moi je trouve que c'est super, c'est un moment de détente. Journée, on va dire, des plus de 35 ans, donc c'est bien de pouvoir passer de bons moments ensemble. Ça nous permet de nous amuser et puis de prendre son pied, quoi. C'est formidable parce qu'à la base, c'est une formidable organisation. On félicite le président et Roselyne. Et puis ça s'est passé dans un esprit très convivial pour le 22 mai. Et, on s'est bien amusé, toutes les équipes présentes. Et puis bon, j'ai eu la chance de gagner. Le concours à 3 points, tant mieux. Et puis aussi mon équipe a gagné aussi le tournoi, donc formidable. Nous sommes toujours jeunes dans notre tête. Maintenant, on a souhaité faire ce tournoi adressé aux plus de 35 ans, simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un côté beaucoup plus fair-play que les plus jeunes. Il ne s'agit pas de rejouer le championnat pendant ce tournoi. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte que les plus anciens, ils avaient des fondamentaux clairement acquis. Donc même si les capacités physiques ne sont pas les mêmes que les plus jeunes, malgré tout, l'efficacité dans le basket reste toujours présente.
Et on reste tout près de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. L'héritage des marrons dans la Caraïbe au XXe et XXIe siècle, c'était le thème d'une causerie débat organisée au Centre culturel de Saint-Joseph. La question de la transmission des savoirs était au centre des échanges. C'est un reportage d'Hubert Bornil et de Guy Raphaël René. 22 mai 1848, 22 mai 2018, 170 ans, commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ça, c'est en partie mon kawai comme ça. Et il y a une autre partie qui a préféré mettre devant la commémoration des luttes anti-esclavagistes. 22 mai, c'est un moment pour nous songer, c'est aussi un moment pour nous savoir qui était transmission, les savoirs. Justement, c'est à ça nous aujourd'hui. La parole est libre, parole là, c'est à nous. Qui ça en cette nous qui t'ébat nous? Quels sont les éléments fondateurs de la société martiniquaise dans les domaines de la langue, de la musique avec le belay, le jardin créole, nos fameux rimèdes rasiers? Autant de pistes de réflexion abordées lors de cet échange. Un bagage qui est important, c'est manière, en disant l'éducation, nous rapporter par jour. Avant, nous avons le problème de violence qui m'emmaille la jeunesse, etc. Autour de la table, des spécialistes, des chercheurs et en face, un public assoiffé de connaissances. Il y a un monde familial qui était fait ça avant, mais on a joué pour tout. Pas connaître ça, donc pas connaître ça. Qui était transmission en joli jour, qui ça les ancêtres quittés banou, la parole se libère. Nous autres afro-descendants, il nous a été interdit par des codes comme le code noir de transmettre tout le savoir que nous avions engrangé de nos cultures, hein, puisque nous venons de diverses cultures africaines essentiellement. Donc cette question, elle est importante parce qu'il nous faut revenir dessus. La transmission aujourd'hui et depuis, on va dire, la colonisation, elle est essentiellement considérée comme devant être faite par l'école. Or, c'est complètement faux. La transmission, c'est d'abord une question de famille, une question de transmission de parents à enfants, mais aussi de toute une communauté familiale et environnementale, on va dire, qui vont transmettre aux jeunes et aux enfants. Ça m'a créé mon civilisation, mon mettait en l'arrêt en place. Ils mettaient devant différentes situations, bon, m'a quitté historien, virant l'aspect, toujours utile, il a. Et il y a un mode non, dans différentes pratiques à l'état, manière planter manger, manière conserver graines, manière welcome, mener un monde dans la vie, manière accompagner un monde qui a sorti en la vie, c'est-à-dire on dit dans toute manifestation, tous les jours nous, eh bien, il y a ça, là. Il y a dit considérer serré là, il y a dit en bas feuille, il y a dit nous dit tout ça nous l'est. Mais vous savez, nous regardons en bas feuille. Là, ou bien regarder en bas feuille. Pourquoi trouver fourmi rouge, pourquoi trouver graines? Musique nous, musique fondoc, musique fondamentale. L'accent est aussi porté sur notre environnement musical. La transmission se joue là aussi. Ce travail que nous avons essayé de faire, qu'il soit la M4, qu'il soit nous créons un groupe, nous créons nous, et nous avons essayé de mettre la musique là tout partout pour nous. Donc nous avons joué ces instruments, nous tenons là, tous ces instruments matiniques. C'est l'instrument occidental, nous c'est accordéon. Parce que sans cette noix, utiliser l'accordéon de l'autre manière qu'occidentale. Les savoirs ancestraux, là, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Comme quoi, nous avons dit ça, hein, maman, là. 22 mai, c'est ça aussi. C'est transmission, c'est savoir et puis compréhension. Bon 22 mai à tous. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann, au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèpeia. En attendant, je vous laisse avec quelques images de la présentation musicale et théâtrale proposée hier soir au Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire dans le cadre des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Elles ont été réalisées par Jean-Marc Dabreux et Michelet François.